Bienvenue pour cette webconférence et nous allons avoir un entretien avec Yann Giesendanner. Donc, vous êtes toujours assez nombreux à nous suivre et on vous remercie. Bon, pour ma part, moi je suis David Ducoin, responsable de la zone Himalaya et Amérique latine pour l'agence Secret Planète. Nous sommes basés à Lyon et on a 3 secteurs d'activité. Nous avons Tamera pour le voyage d'aventure et le trekking, Expedition Unlimited pour les expéditions en haute altitude et les milieux polaires. Donc, ça va concerner en grande partie la webconférence de ce soir, mais les trekkers pourront être très intéressés quand même. Et nous avons Saiga pour les voyages d'aventure qui sont en lien avec la préservation et la biodiversité. Pour l'heure, on va rejoindre Yann. On est très heureux d'être avec lui ce soir. Bon, donc Yann a fait ses armes à Météo France et puis est devenu petit à petit un pionnier du routage météo en montagne, en haute altitude et peut-être ailleurs, il nous le dira. Il a été routeur pour les plus grands sommets du monde et puis les plus grands alpinistes, quoi. On peut retrouver un de ses livres qui s'appelle Le routeur des cimes. Et puis, donc, il a eu la chance de vivre en direct les plus grandes expéditions françaises et étrangères. Bon. Donc, bonsoir Yann, comment tu vas ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Écoute, très bien, il fait grand beau à Chamonix, voilà, c'est très agréable et je suis vraiment heureux de participer à cette conférence. Salut David. Voilà, Yann, oui, ça fait longtemps que nous, on est en contact régulier. Là, on vient de discuter, justement, on en parlera plus tard, mais de notre expé en ce moment qui est sur le sommet du Manaslu avec Eric Bonnem, qui est le fondateur de Expedition Unlimited. Et on vient à l'instant de lui envoyer des messages, des conseils, justement, sur ce qu'on trouve, nous, ce que toi, tu nous dis, ce que tu prévois. Là, en l'occurrence, une fenêtre très stable qu'il ne faut pas louper, qui est assez exceptionnelle. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc là, on est très content quand même d'avoir ça et on vient de le faire ensemble. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger entre un camp de base à Chamonix et puis les expés en Himalaya ou ailleurs. Donc voilà, on va commencer. J'ai préparé quelques petites questions pour mieux te connaître et mieux comprendre un peu le métier. Donc voilà, qu'est-ce qu'est le routage météo? Comment cette activité a pu évoluer avec le temps? Comment elle est née? Et puis où on en est aujourd'hui de cette activité? Le routage météo, c'est l'apport d'informations météo à des alpinistes situés très très loin de ma vallée ici. Donc on parle souvent de routage, mais c'est un terme qui a été quand même piqué pour les marins. On se rappelle de Tabarly qui voulait rien entendre, mais les autres marins écoutaient la radio et des gens à terre envoyaient des informations météo permettant de contourner un anticyclone dans lequel il y avait pas de vent, ou au contraire de profiter d'une dépression et pouvoir avancer très vite. Donc ce routage, on peut dire, existe depuis les années 60-70, mais grâce à l'arrivée d'Internet, Internet à domicile, disons dans les années 95, on se souvient de Windows 95, et puis aussi des moyens de communication, à savoir le téléphone satellite qui est devenu tout petit, qu'on peut mettre dans sa poche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous voyez les images des films avec Herzog, où à l'époque, il fallait une parabole, c'était incroyable, quoi, je veux dire. Il fallait beaucoup d'électricité, une parabole. Maintenant, voilà, on dispose donc d'Internet et d'un téléphone satellite qui permet de joindre les expéditions en permanence et de pouvoir donc les informer sur les conditions du temps à venir pour les prochains jours et parfois sur les prochaines semaines. Et alors, toi personnellement, est-ce que tu as, j'imagine, chaque routeur a quelques éléments, quelques recettes, quelques secrets. Donc, comment tu fonctionnes pour avoir tes cartes météo à toi? Tu en reçois, tu digères l'information. Oui, Comment c'est ça se ça. passe? Oui. Ouais, c'est exactement ça. Donc, je reçois toutes les 6 heures des cartes météo. Il faut savoir que ce sont les ordinateurs qui vont simuler l'évolution du temps sur l'ensemble de la Terre. Et puis moi, je fais un zoom. Là, actuellement, on est sur le Népal, donc sur l'Himalaya. Je fais un zoom sur cette région et je vais analyser les conditions prévues. Il faut analyser les vents, la température, l'humidité. Et puis, au bout d'une analyse qui se fait plus ou moins rapidement, évidemment, ça dépend de la situation,
eh bien, j'arrive à sortir, donc, comme on dit, une prévision sur plusieurs jours. Actuellement, on peut dire que c'est sur 10 jours, avec une précision assez bonne sur 4 à 5 jours. Ensuite, c'est une tendance, mais ça dépend des situations météo. C'est un peu comme en France, sur les Alpes. Il y a des situations météo plus ou moins faciles, puis d'autres où il y a des difficultés. Très bien. Ce que tu fais, un ordinateur ne peut pas le faire, quoi. Disons qu'il y a quand même, on peut dire, comme des applications. Si vous regardez, si vous cherchez à voir le temps sur la France, vous allez sur l'application de Météo France. C'est plutôt bien fait, mais ce sont des applications qui sont faites entièrement par l'ordinateur. Donc, il y a pas trop de finesse. Mais quand il fait grand beau temps ou grand mauvais temps, c'est tout à fait correct. Et sur l'Himalaya également, il y a des applications sur lesquelles on peut recevoir de l'information. Par contre, lorsque c'est grand beau, c'est facile. Grand mauvais temps, ben, c'est facile aussi. Mais c'est tous les cas intermédiaires où il faut comprendre, savoir deviner à quelle heure va se produire la neige, le brouillard, à quelle heure ça va se dissiper le soir, dans la nuit, quelles vont être les conditions du matin, est-ce que le vent va se lever tout de suite, plus tard. Ça, moi, j'ai encore une petite longueur d'avance sur l'ordinateur, mais je sais bien qu'un jour ou l'autre, il va me rattraper. Très bien. Justement pour connaître aussi ta valeur ajoutée, bon, bah, tu fais des prévisions, donc tu envoies des informations. Est-ce que ton rôle va aussi au niveau du conseil? Est-ce qu'on te demande qu'est-ce que tu penses, quel jour, quel sommet, comment on est, quel camp? Bien sûr, les copains ont coutume de dire que je suis le seul Français à avoir fait les 14 000 parce que je connais les ascensions, les itinéraires, les camps, là où il ne faut pas se mettre parce qu'il y a des risques d'avalanche, parce que généralement il y a des sérages, etc. Là, justement, sur le Manaslu, c'est un sommet qui a été fait il y a assez longtemps. Puis une fois, il y a eu une très grosse avalanche et ça a ravagé le camp de base. Il y a eu beaucoup de morts, donc le camp de base a été déplacé. Mais même là où il est actuellement, s'il y avait une grosse chute de neige, ça peut arriver, hein, 2 à 3 mètres de chute de neige, il faudrait partir. Mais ça, tout le monde le sait maintenant parce qu'il y a de l'expérience. Mais moi aussi, sur certains sommets, je sais que sur le K2 ou sur le G1, le G2, ben, on me demande les autres sont passés par où. Donc j'ai du retour d'expérience des autres expéditions qui me permet de conseiller à mon petit niveau sur le temps. Là, je maîtrise, mais après, un petit peu de conseil quand même, oui. Et puis, je peux rassurer, disons, voilà, les autres, ils ont fait ça. Voilà, je pense que c'était une erreur, ils sont partis trop tôt, trop tard. J'ai une vision de loin, parce que lorsqu'on est à 7 000 8 000, bien, on n'a pas forcément le cerveau qui marche à 100%. Et donc, ben moi, de loin, dans ma vallée, ici au chaud, en train de voir monter, ben, je peux me permettre d'avoir une meilleure lucidité de loin, comme toi tout à l'heure, quand on a discuté, on est au chaud tout bien, lorsqu'on est dans la tente, dans le froid, c'est pas si simple. Voilà, et on l'a vu, c'est vrai qu'on l'a vu bah, tout à l'heure, on vient de recevoir un message d'Eric là, qui est au camp 1 en ce moment, qui s'apprête à faire une rotation d'acclimatation jusqu'au camp 2 ou 3. Et il nous demande est-ce que ça vaut le coup de retourner au camp de base si la fenêtre, elle est bientôt. Donc bon, on en a discuté et c'est vrai que c'est toujours appréciable d'avoir ton expérience bah, de tellement d'années d'expédition que tu peux voir certaines choses arriver, quoi. Ouais, Hum. ouais. Et donc, du coup, alors une question, bah, tu fais le routage bah, sur les 8000 qui sont très importants, mais aussi sur peut-être du polaire, peut-être des 6000 et des 7000. Alors, est-ce que les précisions, les prévisions vont être différentes? Quelles vont être les grandes différences entre les altitudes, quoi? Quels sont les grands enjeux d'un 8000 par rapport à d'autres? Les enjeux d'un 8000, c'est surtout le vent, ce qu'on appelle le jet stream, ces vents forts qui circulent sur l'Himalaya. Il faut bien voir, lorsqu'on est au-dessus de 8000, on se situe au niveau des jets
on évolue à la hauteur où volent les avions. Hein. Donc, quasiment, on est vraiment très haut. Donc, c'est vraiment ce vent qui compte énormément. Et aussi, il faut bien voir que l'Himalaya se situe sur une latitude tropicale. Cela veut dire que lorsqu'il y a des chutes de neige, eh bien, elles sont vraiment quelquefois très importantes. On peut avoir 1 mètre, 2 mètres de neige facilement en 3-4 jours. Ce ne sont pas des conditions que je rencontre sur le pôle sud, au mont Vinson, ou sur le Fitzroy, ou sur le Denali, ou sur l'Elbrus, ou ailleurs. On n'a pas ces conditions qui sont vraiment exceptionnelles au niveau du vent très fort sur l'Himalaya et sur les quantités de neige. Bon, ça ne veut pas dire qu'ailleurs ce soit plus facile. Hein. Lorsqu'on est sur le McKinley, là, sur le Denali, on est à haute altitude quand même, il fait très froid, mais les conditions ne sont pas aussi difficiles. Par contre, je pense que c'est vraiment en Himalaya où on a vraiment ces vents très forts et ces grosses chutes de neige. Mm. Et du coup, j'imagine qu'il y a des massifs ou des périodes de l'année où les prévisions sont plus stables et d'autres périodes de l'année où c'est plus difficile de faire des prévisions. Et je pense en particulier, par exemple, si on cite des exemples je ne sais pas, tu me diras, mais la Concagua qui est entre deux océans, on sait que la météo, elle est changeante. Donc, est-ce qu'il y a des massifs où la prévision elle est assez stable et d'autres où vraiment tu navigues à vue, quoi. Oui, c'est surtout, je dirais, ouais, sur l'Amérique du Sud et sur le Fitzroy. Ces régions-là sont quand même réputées pour avoir une météo exécrable. Normalement, bon, c'est totalement injouable. L'automne, l'hiver et le début du printemps. Il n'y a qu'une fenêtre très courte sur l'été, je dirais décembre, janvier, où là, il y a des fenêtres, mais des fois, il n'y en a pas. Mais ça m'est arrivé une fois avec des jeunes guides de Chamonix de dire, voilà, de partir depuis Chamonix, de prendre l'avion, se retrouver jusqu'à Ushuaia et de partir avec la bonne fenêtre météo en vue. Je disais, voilà, dans 8-10 jours, il y a une belle fenêtre, il faut partir. Bon, ça a marché quelques fois, ce n'est pas à tous les coups, mais on a des régions où c'est vraiment abominable tout le temps, puis quelquefois ça se calme, et quand ça se calme, il faut vraiment en profiter. Mais c'est vrai que là, particulièrement aussi sur les Nouvelles Hébrides, c'est le petit morceau de terre là, qui remonte depuis le pôle sud en direction de l'Amérique du Sud. Là, on a dans ces endroits-là, il y a pas mal de gens qui font du ski de rando, mais quand même, parfois, il y a vraiment des conditions abominables. Quoi. D'accord, ouais, ouais. Donc là, là, tu n'as pas de prévision à 10 jours, quoi. Ah non, non, là, disons que c'est 2-3 jours, mais après, il suffit qu'il y ait une série de perturbations qui arrivent. Et ben, à ce moment-là, si elles vont plus vite que prévu de quelques heures, elles se rattrapent les unes derrière les autres et ça fait du mauvais temps continu. Alors que moi, j'avais prévu peut-être un créneau de 12 heures entre deux perturbations, mais ce créneau, il n'existe plus. Non, là, ce sont vraiment des régions où la prévision météo est vraiment très, très difficile. Donc du coup, et alors, ça serait quoi alors le massif, la période de l'année, une montagne que toi tu aimes bien parce qu'en général tu vois les choses arriver et tu prévois du long terme? Disons que sur les Alpes, il y a des périodes assez favorables. Dans le mois de juin, par exemple, c'est assez favorable. Mais pour ce qui est des expéditions lointaines, on peut dire que sur le McKinley, parfois sur le mois de juin, sur le Pakistan également, il y a quelquefois une bonne période sur le mois de juin et sur le début juillet. Voilà, ce sont des périodes assez théoriques, mais on sait que le climat change et évidemment, on est dans des régions euh, plutôt tempérées, donc forcément, il y a une variation des climats et le climat n'est pas toujours le même. Pendant des années, on a des fenêtres pendant une certaine période, et puis d'un seul coup, ça change. Et voilà. Mais on sait qu'en Himalaya, voilà, on peut grimper sur l'Everest avant l'arrivée de la mousson, évidemment. Et puis, on peut le faire aussi en automne. On peut aller à l'Everest en automne, ça ne se fait plus. Il y a des habitudes de grimpe, il y a aussi des modes, donc ça change. Ok, ok, ok. Et alors,
Bon, si on revient un petit peu sur tes expériences, voilà, tes longues expériences, est-ce que tu penses à vraiment des grands succès où tu sens que ton routage là a été parfait, que ça a donné la bonne fenêtre? Et puis aussi, quelles sont tes plus grandes peut-être déceptions où là, tu n'as pas vu venir ou peut-être il y a pas eu de fenêtre tout simplement, quoi. Ouais. Bah, si, pour moi, bah, c'est la dernière belle expérience, c'est donc sur le K2 cet hiver avec les Népalais qui sont arrivés au sommet. Donc, on a vraiment bien travaillé ensemble. Et puis, c'est vraiment une organisation, j'allais dire, à la germanique. Ils sont vraiment au point. Donc, on est arrivé au sommet du K2. On a vu les images. Apparemment, il n'y avait pas de vent. C'est un peu ce qui était prévu. Ça a duré quelques temps. Donc, c'est vraiment une belle. En hiver, c'est une belle entreprise et j'étais assez content de moi, qu'on peut dire. Par contre, 2, 3 jours après, ou une semaine, il y a donc un Islandais, un Pakistanais qui sont montés et eux, bah, ils sont parvenus. Voilà, c'est plutôt des déceptions. Puis aussi une déception ce printemps avec Secret Planet. Je me demande pourquoi on n'a pas pu arriver à l'Everest. Il y a un enchaînement d'événements, de conséquences qui ont fait que ça n'a pas fait, mais ça m'a quand même peiné. J'ai peiné, oui. Je dis, mais pourquoi on n'y est pas arrivé? C'est pas normal, quoi. On aurait dû y arriver. Parce que j'avais un taux de réussite sur l'Everest qui est plutôt intéressant, important, où il y a pas mal de gens qui sont au sommet. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Parfois, les conditions météo ne sont pas là. L'organisation, il y a des petits problèmes, et ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Par contre, j'ai plus de succès, évidemment, avec des alpinistes seuls. Quand on est seul, c'est beaucoup plus simple que lorsqu'on drive une expédition de plusieurs personnes. C'est souvent plus compliqué. Et là, actuellement, donc, je bosse avec Sophie Lavaux, là, qui est la première Française ou Suisse qui doit faire les 14 du 1000. Là, on est sur le de la guérie en même temps que le Manaslu. Bon, bah, j'espère que ça va le faire. Mais pour elle, c'est pareil. Hein, on en est à sa 4e tentative. Il y a eu des problèmes de Covid, d'avalanche, de Sherpas qui sont morts. Enfin, voilà. Donc, c'est pas toujours garanti à 100%. Oui, oui. Alors, si on revient sur l'Everest quelques minutes, euh, on a eu un phénomène. Donc, Eric et moi, on suivait aussi en direct. On voyait ce qui se passait. On voyait que c'était pas simple quand on est effectivement vraiment sur le terrain, qu'on a moins de recul. Et il y a quand même eu un phénomène qui s'est passé, qui n'arrive, je pense, pas tous les ans. Et c'est les cyclones, quoi. Il y a eu Oui, c'est vrai. mais 2 cyclones. Et à Oui, quel c'est moment vrai. on les Ouais, voit ouais. arriver? À quel moment tu les vois arriver? C'est facile de dire après, on aurait dû. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces cyclones qui nous ont, sans mauvais jeu de mots, qui nous ont perturbés. On les a vus arriver remontant sur le Népal et repartir et laisser après beaucoup de neige. Donc, est-ce qu'il fallait y aller après des grosses chutes de neige? Moi, j'étais pas chaud, quoi, je veux dire, de repartir tout de suite. Certains sont allés, mais ils ont pris des risques, à mon avis. Mais oui, oui, il y a ces histoires de cyclones. On les a pas tous les ans, mais quand on les a, à chaque fois, il y a quand même des problèmes. Alors, quelquefois, ça repousse l'arrivée de la mousson. C'est un peu ce qui s'est passé, hein, parce qu'il y avait encore de la fenêtre tout à fait possible sur le début juin, mais de notre côté, on savait que les cordes fixes avaient été démontées, etc. Donc, c'est toujours, il y a des complications là qui arrivent et dans lesquelles on ne peut pas trop maîtriser non plus. Oui, et puis encore une fois, un alpiniste seul prend ses risques et ses Ouais. décisions. Et quand on est sur un groupe avec la responsabilité, bah, c'est pas toujours les mêmes décisions, quoi. Donc, en ce moment, bah, parlons de l'actualité. Pour le Manaslu, là, en ce moment, comment tu vois les choses pour notre équipe? Ça se présente bien. On est aujourd'hui donc mercredi. Demain, jeudi, vendredi, samedi, il y a du beau temps. Il y a une grosse mer de nuages sur l'Himalaya actuellement. Et cette mer de nuages remonte jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Donc, on est dans le brouillard parfois au camp de base. Et puis, il y a une journée neigeuse pour le dimanche 26. Et ensuite, la semaine prochaine, il y a du Summit Day en perspective parce que les matinées seront ensoleillées, belles et surtout pas un poil de vent. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Les après-midi seront souvent neigeuses, mais faiblement neigeuses. Donc, toute la semaine prochaine,
il y a du Summit Day en vue et ça devrait pouvoir se faire donc en seconde partie de semaine prochaine. Bon, bah écoute, on va leur souhaiter bonne chance là. Ils sont dans leur deuxième phase d'acclimatation. A priori, tout le monde est en forme et vous pouvez suivre sur le live cette expédition. On voit le petit point de la balise que Eric qui bouge d'un camp à l'autre sur une belle carte et tous les jours, il nous envoie un petit texte avec une photo. Alors, quelques questions. Alors, si vous avez des questions, là, j'en vois pas trop, donc je peux continuer à en poser moi avec grand plaisir, mais n'hésitez pas à en poser, hein, à moins que je vois pas l'onglet, mais j'ai pas l'impression qu'on en voit. Donc, est-ce que, alors, en termes de saisonnalité, on parlait de l'Everest au printemps et du Manaslu à l'automne de manière régulière. Qu'est-ce qui explique qu'un sommet se fait plutôt au printemps, un autre plutôt à l'automne? Comment tu expliques ça, toi? Ben, il y avait aussi l'habitude des guides, je parle en Europe, hein, des guides suisses, italiens, autrichiens, français évidemment. Au printemps, ils avaient du boulot. Il y avait les raids, il y avait donc du ski de rando à faire jusqu'à tardivement, jusqu'au mois de, des fois fin mai, début juin. Il y avait moyen de faire du ski à 4000. Et puis ces dernières années, eh bien, ça s'est un peu tari la neige. Donc, ils étaient plus ou moins libres pour faire donc de l'expédition au printemps. Et puis en automne, les guides n'avaient pas de boulot. Donc, en plus, ça tombait bien après la mousson de pouvoir faire de l'expédition sur septembre, octobre, novembre, avant l'arrivée de la saison d'hiver ici en Europe. C'était souvent un petit peu à cause de ça. Après, il y a eu des agences, des guides qui sont spécialisés, qui ont fait que l'expédition, mais bien souvent, ils avaient donc un double boulot sur les Alpes et puis l'Himalaya. Et puis, tout est géré sur le Népal, effectivement, à cause de cette mousson, qui est un phénomène très, très important, qui apporte donc de la pluie. Trop de pluie, c'est les inondations. Pas assez, c'est la sécheresse. Mais c'est ce qui apporte de la neige sur l'Himalaya. Et puis après, il y a eu aussi la mode de faire du pôle sud. Donc, il y a pas mal de pôles sud qui se faisaient et qui se font encore sur le mois de décembre et le mois de janvier. Oui, et du coup, par exemple, il y a certains massifs peut-être qui sont aussi plus ou moins enneigés, donc plus ou moins dangereux euh, à certaines périodes de l'année. Plutôt, ils sont plus enneigés à l'automne, il me semble, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, en automne, Ouais. c'est un peu mieux. D'ailleurs, je crois que sur le Manaslu, il y en a qui le font à ski, je pense. Il y a moyen de monter à ski, enfin monter ouais, avec les skis sur le dos, mais surtout de redescendre beaucoup plus rapidement. C'est souvent une option qui se fait et qui est assez avantageuse parce que ça permet de redescendre très vite. Oui, oui, oui. Et alors, du coup, là, tu parlais du polaire. Donc, tu as une expérience aussi du polaire, pôle Nord, pôle Sud, Groenland. Ben, disons, pôle Nord, oui, mais c'est plutôt juste à la fin du printemps, avant que la glace fonde sur le mois de mai-juin. Mais c'est plus facilement maintenant sur le continent antarctique, où là, il y a un continent immense. Il y a des milliers de sommets vierges. Il y a quelques endroits où il y a la base américaine, aussi la base russe. Et les gens font de la montagne pas très très loin. Mais il y a vraiment des contrées extraordinaires là-bas. Et j'aimerais bien un jour avoir une expédition sur les sommets volcaniques. C'est assez extraordinaire, quoi, je veux dire. Bon, bah écoute, on va essayer de faire ça pour toi, hein. Oui, je Euh, veux bien. Ouais. J'en profite pour dire qu'on est peut-être les seuls, je pense, en France, voire en Europe, à proposer des expéditions au pôle Nord et au pôle Sud. Et sur les 8000 mètres, en tout cas en France, on doit être les seuls à faire partir des grosses expéditions comme ça. Michel qui dit, en milieu polaire, est-ce qu'il est possible de prévoir la survenue de vents catabatiques? Non. Il y a une situation favorable qui est là où ça pourrait se produire, Mais moi, j'ai fait plusieurs expéditions donc, sur le pôle Sud et des traversées
ou même de la montagne. Moi, je dis, voilà, ça pourrait arriver, mais ces vents catabatiques sont très difficiles à prévoir parce qu'en gros, c'est de l'air froid qui s'écoule brutalement. Et ça, voilà, moi, je dirais non, on ne peut pas le prévoir. Mais voilà, quand il fait beau pendant une semaine, 15 jours, bah, c'est possible que ça peut se produire, mais ça va pas plus loin. Très bien. Et puis après, Thibaut qui nous demande comment on devient, comment on peut faire ce métier-là, routeur météo, comment on peut devenir routeur météo comme Yann. Alors, moi, j'ai eu une formation en Météo France, hein, voilà. Donc, j'ai une formation générale à Météo France, mais il y a des gens qui ne sont pas passés par Météo France et qui sont des passionnés de météo et qui ce sont des autodidactes, hein, je veux dire. Et ces autodidactes sont parfois beaucoup plus passionnés que mes collègues de Météo France parce que voilà, ces gens n'ont pas pu rentrer par la voie royale, mais ces gens sont très motivés. Moi, j'ai un collègue, que j'appelle collègue d'ailleurs, qui a déjà bossé avec vous hein, sur le Lénine, c'est ça Oui. et voilà. Et lui, c'est un autodidacte, mais c'est un fou furieux. Il passe son temps à travailler beaucoup plus que moi, parce que pour être au niveau, bah, ils ont une motivation qui est vraiment incroyable. Donc, il y a moyen d'y arriver assez facilement. Enfin, Très bien. facilement. Oui. Oui. Et alors pour toi, du coup, ça s'est passé, enfin, comment ça s'est passé? Tu étais à Météo France et qu'est-ce qui s'est Oui, passé dans ta vie pour que tu aies envie de... bah, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre les dernières grandes étapes de l'alpinisme dans les Alpes avec des gens comme Christophe Profit, Éric Escoffier, Jean-Marc Boivin. Bah, ces gens-là ont fait les dernières premières dans les Alpes avec des enchaînements. Dans la même journée, on faisait les Jorast, l'Ailleurs ou la face nord du Cervin. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, ils passaient me voir au bureau. Et donc, je leur donnais des informations. Et puis, ils repassaient le lendemain parce que c'était pas mal. Puis après, on avait défini la fenêtre pour aller faire ce genre d'exploit, parce que c'était vraiment des exploits. Et puis après, bah, ces gens-là, on trouvait que les Alpes, c'était trop petit. Ils sont allés jouer en Himalaya. Donc, je les ai suivis. Et comme je disais tout à l'heure, il y a eu Internet et les téléphones satellites réduits. Eh bien, j'ai continué à donner de l'information. Et puis, je trouvais ça aussi surprenant. J'avais des copains qui étaient en Himalaya dans les années 90. Ils revenaient. Bon, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. C'est bizarre. Et puis, dans les années 95, quand j'ai commencé à pouvoir recevoir de l'information chez moi sur l'ordinateur, je me dis, tiens, s'ils avaient décalé de 4-5 jours, bah, ils auraient fait le sommet. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Très bien, très bien. Et là, ça a été quoi alors tes premières expéditions internationales? Ah, les premières, bah, c'était l'Everest, hein. Forcément, c'était l'Everest, c'était les Choyou. Le Choyou, c'était un sommet. Enfin, il n'y a pas encore quelques années. C'est un sommet, c'est un des plus faciles, un des 8000 les plus accessibles. Donc, c'était surtout, je me suis bien fait la main sur l'Everest, Choyou, Chichapangma également. Donc, il y avait vraiment une folle. Enfin, et puis, il y avait de l'argent aussi à l'époque. Pour des expéditions, il y avait des subventions, il y avait des sponsors, et les sponsors étaient importants. Maintenant, le sponsor, c'est un petit peu chacun qui paye, puis c'est assez cher. Mais à cette époque-là, il y avait du sponsoring et ça fonctionnait bien. Très bien. Alors, il y a Laurent qui nous demande quel type de matériel, les prévisions sont, avec quel type de matériel bah, tu fais les prévisions ou les prévisions sont faites, sont effectuées. Ben, c'est simple, hein, j'ai comme n'importe quel boulot maintenant, j'allais dire, j'ai l'ordinateur portable, j'ai deux ordinateurs portables, une liaison Internet, pas parce que j'habite Chavigny, mais c'est pas extrêmement rapide, mais ça va. Voilà, c'est tout, c'est de l'informatique, hein. Ensuite, j'achète des données sur la météo France, sur la météo européenne, la météo américaine. Voilà, puis avec ça je cuisine avec ça et j'arrive à sortir des prévisions. Et donc après, essentiellement, ce sont des images satellites en fait. Ben, il y a les images satellites voilà, qui sont accessibles. Et puis, il y a aussi
les données des différents modèles numériques. Et ces modèles météo, eh bien, toutes les 6 heures, je vais les analyser, les interpréter et pouvoir sortir à chaque fois un bulletin météo sur une région donnée. D'accord. Alors, du coup, en parlant de modèle donc Vincent a précisé Adrena, c'est un routeur météo, c'est pour la voile et il utilise des modèles GRIB de diverses sources. Oui, c'est ça. Bon, moi, ouais, si c'est du gris, moi, je n'utilise pas ça. J'utilise essentiellement le modèle européen. Il y a, on peut dire, un modèle français, allemand, américain. J'utilise le modèle européen qui, pour l'instant, me donne des résultats tout à fait satisfaisants. Il y a des erreurs, évidemment, mais moi, j'utilise donc voilà, le modèle européen qui fonctionne plutôt pas mal. Très bien, très bien, très bien. Et Isabelle nous demande à 8000 mètres quel genre de vent on peut avoir, quoi. Alors, on peut avoir zéro comme la semaine prochaine et on peut monter à 250 km à l'heure. Ah oui. Ouais, c'est extrêmement puissant, quoi. Je veux dire, si on se situe dans le jet stream, 250, ça peut. Moi, je l'ai déjà vu, ça peut arriver, et là, il n'y a rien qui résiste, quoi. Donc, lorsqu'il y a l'approche d'un jet stream, c'est tout le monde aux abris, plus bas même que le camp de base. Donc ça, tu as réussi à sauver peut-être des Oui, vies avec bien des sûr. questions. Tu as, des exemples peut-être Oui, oui, j'étais Ouais. avec Jean-Christophe Lafaille sur le Delaguéry et on était là. Donc, il y avait j'ai dit, écoute, il y a vraiment une tempête là, qui arrive, il y a le jet qui arrive, vraiment que tu partes. Et il a prévenu tout le monde. Et les autres alpinistes, certains étaient au courant, d'autres plus ou moins. Donc, tout le monde est redescendu très, très bas pour se mettre aux abris. Et après, quand ils sont revenus, il n'y avait plus de tente en altitude. Tout avait été éjecté. Ouais, ouais. Donc quand même, le routage météo, ça aide à monter au sommet, mais ça aide Ah aussi ben, bien sûr. ça aide aussi à protéger sa vie et sa santé, quoi. Bien sûr, ça permet de réussir les projets et puis ça permet d'éviter les accidents. Il y a de moins en moins de gens perdus dans le mauvais temps en Himalaya. De temps en temps, ça peut arriver, mais dans les médias, on voit de moins en moins. Il peut y avoir des chutes, des avalanches, des séracs, bien sûr, mais de moins en moins des alpinistes meurent dans le mauvais temps, comme dans le massif du Mont Blanc. Mais en Himalaya, vraiment, grâce à ces informations météo qui circulent. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, de l'Expé de 96, avec des grandes agences et Pas l'hécatombe qu'il y qu'horreur. a eu, euh, donc là, il y a eu, bon, en termes de météo, ceux qui ont vu le film Everest, ça raconte un peu l'histoire, et puis il y a aussi le livre, comment il s'appelle ce livre, Into Thin Air en anglais, et en français, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, cette Expé de 96, il y a eu deux grandes expéditions commerciales, et ils ont été trop tardifs. Ils ont fait sûrement Ouais. quelques erreurs, mais il y a la météo qui a joué des tours. Est-ce que si on Oui, reprend c'est le même vrai que phénomène, toi, ça aurait pu se passer différemment si c'était à l'heure actuelle? oui, bien sûr, c'est quand on se replonge dans la situation de 96, ben voilà, c'était un coup de jet qui est arrivé avec du mauvais temps. Et ça se prévoit facilement 3 4 jours à l'avance. Évidemment, certains sont redescendus, hein, et puis d'autres ont pensé qu'ils y arriveraient, mais je pense que ça s'est plus reproduit dans l'histoire de l'Himalaya, ça s'est plus reproduit. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'informations météo et les gens prennent tous la même fenêtre et chacun a pu voir ces photos de la queue au sommet de l'Everest, là, où il y avait une centaine d'alpinistes les uns derrière les autres. Bah, c'est normal parce que tout le monde a pris la bonne fenêtre météo. Bah, maintenant, moi aussi, mon rôle, c'est de se dire, on se décale un peu, on va peut-être aller dans le mauvais temps jusqu'au camp 3, puis après on ira au camp 4 et au sommet. Mais c'est aussi, voilà, pas trop se retrouver dans la foule. Bon, ça c'est valable sur l'Everest, ailleurs il y a un peu moins la foule. Mais même sur le Manastou, si on se retrouve à 50-80 personnes au sommet, bah, c'est moins agréable que se retrouver tout seul à 6 heures du matin au sommet. Si c'est faisable, c'est ce qu'on fera, bien sûr. Donc là, tu peux aller dans la finesse et conseiller quelques Oui, personnes justement oui, à... oui, si.
de dire voilà, on les laisse partir ou au contraire, voilà. Et il y a même des fois de la désinformation qui circule. Hein. Les gens disent ah, on n'y va pas, on n'y va pas, puis finalement ils y vont. Quoi. Je veux dire, c'est assez drôle ça. Je l'ai déjà vu là plusieurs fois. Donc, voilà, faut pas trop jouer. Il y a la sécurité d'abord. Mais quand on a une fenêtre qui est assez large, si on peut se retrouver avec moins d'alpinistes, eh bien, allons-y, hein, bien sûr. Oui, 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 oui. Alors oui, oui, bon, c'est un peu l'ambiance des camps de base en fait, où chacun dit on part, on n'y va pas. Oui, Tout le monde discute. Effectivement, vraie nouvelle, fausse nouvelle. Et puis les météos aussi qui divergent. On peut bien sûr, en oui. parler. Il y a les météos chinoises, Ouais, la météo suisse, américaine, népalaise. ouais. Et parfois, on se retrouve avec des météos différentes. Hmm. Moi, je l'ai vu ça au camp de Zhejiunga avec Sophie Lavo. Elle me dit, écoute, ils partent tous. Bah, j'ai dit, laisse-les partir. Et elle me dit, mais t'es sûr? Je dis, non, mais tu les laisses partir. Bon, bah, elle me dit, ça m'a fait drôle. Je me suis retrouvé toute seule au camp de base et ils sont tous partis. Elle me dit, mais t'es sûr du coup? Oui, oui, t'inquiète. Donc, ils sont montés, camp 1, camp 2, camp 3, ils ont chopé le vent. Et bah, voilà, et ils ont été bloqués et ils sont revenus. Et puis, j'ai dit, bah, toi, tu as pu monter. Pendant qu'ils étaient en train de descendre, toi, tu as pu monter. Donc, des fois, c'est très impressionnant de se retrouver tout seul avec une information différente pour avoir une certaine confiance. Bon, Oui, oui, oui. Et donc une confiance finalement que tu gagnes au fur et à mesure des années avec des personnes oui, comme Sophie Lavaux et des grands oui, oui. alpinistes. Mais quelquefois, je peux perdre la confiance, même avec Solman Asnou. Hein, je peux dire, voilà, c'est bon, c'est bon. Et puis, malheureusement, samedi, bah, il neige toute la journée. C'était pas prévu. Ils vont se dire, oulala, là là, mais les prochains jours, ils vont se dire, il ne faudrait pas qu'ils se replantent à nouveau. Donc, je peux perdre la confiance, mais après, il faut que je la regagne. Mais ça m'est déjà arrivé, ça peut arriver en se disant, oh, mais s'il fait la même erreur que la dernière fois, ça peut être dangereux. C'est là que je dis, non, non, c'est bon, je sais pourquoi je me suis trompé, je sais pourquoi j'ai peut-être pas pris, ça a été trop rapide, ou alors l'orage a été un peu trop puissant, donc voilà. Mais je peux perdre la confiance, mais aussi le but, c'est de la regagner après. Très bien, très bien. Alors on a une question de Hervé. La prévision peut être basée sur la comparaison. Peut-elle être impactée par le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui touche l'ensemble de la Terre et évidemment parties, la partie de l'Himalaya. Moi, je n'ai pas vu de différence entre les années 95-2000 et maintenant. Depuis 20 ans, je n'ai pas vu de grosses différences. C'est pas très, très marqué sur l'Himalaya. Il y a du réchauffement. Oui, il y a des glaciers qui fondent, mais moi, je n'ai pas vu une énorme différence pour l'instant. C'est pas vraiment flagrant. Ça l'est plus ici sur les Alpes du Nord, avec un niveau des chutes de neige qui a tendance à remonter entre 1200 et 1300 mètres d'altitude. Mais sur l'Himalaya, pour l'instant, j'ai pas vu vraiment un bouleversement du temps. Pour l'instant, non. Et alors Dominique nous demande, est-ce qu'il est nécessaire de suivre la météo longtemps avant une expédition pour connaître les conditions de neige? C'est-à-dire qu'en fait, quand on te demande le Manaslu, à quel moment toi tu commences à regarder un peu les cartes? Je regarde tout le temps. Je regarde tout au long de l'année parce que des fois, je me dis, tiens, il y a peut-être des périodes, l'Everest qui se faisait avant à l'automne, il ne se fait plus. Je dis, tiens, là, il y a des périodes où il n'y a vraiment pas de vent. Ça ne me coûte pas trop de regarder de temps en temps l'hiver et puis au printemps, à partir du mois de février, mars. Oui, oui, j'aime bien regarder tout le temps ce qui se passe, de voir comment évolue le jet, de voir comment se produisent les précipitations, comment va arriver la mousson. Je regarde en permanence, oui, bien sûr. Ah, oui, donc c'est vraiment, vraiment un travail de passionné, Oui, un oui, travail de toute l'année, de tous les jours, quoi. oui, c'est pas tant une passion, parce que la passion, il y a la déraison, mais c'est du professionnel, quoi, voilà. J'y vais souvent, j'essaye d'être le plus carré possible. Et donc, du coup, comment se passe ton année? Tu as des saisons, tu te dis, bah, là, l'été, c'est le Pakistan, les 8000 au Oui, Pakistan, le oui, printemps, c'est tel et tel Dolagiri Manaslu. ouais. C'est comment Oui, tu fais? exact. Normalement, bon là, j'ai des expéditions encore jusqu'à la fin octobre, début novembre.
Et puis là, j'ai plus rien. Et puis là, on m'a contacté hier là, sur le pôle sud pour le mois de sur la fin décembre. Pour l'instant, janvier, février, j'ai rien, donc je me repose, voilà. Faut pas travailler tout le temps. Puis après, ça va reprendre. Ça va reprendre au printemps. Mais j'ai pas mal à faire également sur les Alpes du Nord ici. Il se passe toujours quelque chose. Ok, donc tu restes en France et tu fais encore du routage en Oui, France. bien sûr. Ouais. Et du coup, alors, pour toi, c'est quoi peut-être le sommet, enfin, quelle est l'expédition que tu aimerais, que tu aurais aimé peut-être dans le passé router, ou quelle est l'expédition que tu rêves de participer en tant que routeur météo? Bon, disons que j'ai fait tous les sommets du monde. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est une grande aventure sur le continent antarctique. Sur le continent antarctique, moi je l'ai découvert, mais enfin, il y a longtemps, mais je l'ai découvert quand même. Je ne savais pas qu'il y avait autant de montagnes, et il y avait autant de volcans, et il y avait autant d'endroits où il n'y a pas grand monde. Bon, c'est parcouru par les militaires, par des gens comme ça, par des scientifiques, mais il y a vraiment des endroits. Bon, c'est sûr que c'est des budgets faramineux, évidemment, mais il y a vraiment des endroits sur le continent antarctique où il n'y a pas un humain qui a posé le pied. Et puis, il y a toujours des légendes avec des vallées où il y a sans doute du volcanisme, sans doute des endroits où il ne fait pas si froid que ça. Et c'est vraiment un continent très, très étrange. Ouais, j'aimerais bien faire quelque chose. Si tu pouvais me trouver une expé de la Secret Planet. On s'en occupe, c'est tout à fait dans nos cordes. Euh, on s'en occupe. Bien sûr. Et alors, bon, on va bientôt terminer, à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. J'en poserai peut-être une dernière ou avant-dernière, mais comment tu vois l'avenir, toi, du routage météo? Je pense que d'ici quelques années, je ne vais plus avoir de boulot, mais parce que l'ordinateur va sortir des produits de plus en plus fins. Actuellement, il y a des applications sur la France avec une prévision heure par heure. C'est pas topissime, c'est pas excellent encore, mais ça progresse. Et je pense que c'est normal, je veux dire. Hein. Il y avait des gens dans les sémaphores, dans les phares, pour indiquer la lumière au bateau. Moi, c'est un peu pareil. Et puis, l'informatique, l'électronique est venue bousculer. Et je pense que moi, des meilleurs modèles, une meilleure modélisation plus fine, va faire que je serai remplacé. Bah, c'est la vie, c'est normal, c'est l'évolution. J'adore la technologie, l'informatique, donc ça me paraît tout à fait normal et je ne pleurerai pas, c'est normal, c'est la vie. Oui, oui. Et puis après, il y a le conseil, c'est-à-dire que Oui, le modèle météo va pas te dire qu'au camp de base, redescendre au camp de base au lieu de rester au camp 1 pour se reposer. hmm. C'est pas le modèle qui va te le dire. Et toi, tu as quand même. Oui, oui, bien sûr. Donc, il y aura des petites plus-values, mais qui vont peut-être sortir du champ Et, prévision. et puis souvent, on me demande qui c'est qui a gagné le match de foot, qui c'est qui est en pôle pour la Formule 1, ou alors les élections, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, il y a souvent des petits échanges comme ça, c'est la Alors, vie. alors, sur les montagnes, on te demande ça des fois? Mais bien sûr, bien Effectivement. sûr. Donc, il faut être au courant de tout, Et alors, puis hein. tu peux téléphoner à ma femme pour lui dire que tout va bien. Bon, j'ai vraiment très mal, mais tu lui dis que tout va bien. Ok, ah oui, 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 oui. Alors, ça rejoint un peu ce que la petite question de Hervé. Quelle responsabilité que tu assumes? Un Bah immense oui. respect pour toi. Et il me demande, est-ce que tu dors bien la nuit quand tu as toutes ces Ah, expéditions? ouais, ouais disons que lorsque la prévision est béton, mais quand c'est un peu borderline, quand c'est un peu limite, j'ai hâte de recevoir le petit bout de SMS qui me dira on a fait le sommet, tout s'est bien passé, voilà quoi. Parce que on est quand même dans un terrain dangereux. C'est quand même pas un endroit facile. On sait qu'il y a les avalanches, les séracs, les crevasses. Il peut y avoir le mal aigu des montagnes. Il peut y avoir un tas de choses. J'ai quand même perdu beaucoup de gens en montagne. Donc, c'est quand même un endroit dangereux. C'est fantastique, mais il y a quand même toujours ce risque. Mais c'est ce que les alpinistes aiment, il ne faut pas se le cacher. Mais moi aussi, peut-être un peu. Oui, oui, oui.
Alors justement, bon, bah, moi j'ai une grande nouvelle à annoncer pour ceux qui aiment bien le Népal, qui est un pays quand même où beaucoup des expéditions sont présentes. Et là, je viens d'apprendre que la quarantaine va être levée dès demain, enfin non, dès le 15 octobre, mais dès demain, l'annonce va être faite par le gouvernement. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour nous, pour les Népalais. On va pouvoir y aller un petit peu cet automne. Ils ont loupé beaucoup de saisons. Donc voilà. Et alors, on a un départ. Parlons un peu justement de nos projets. Nous avons un départ pour la Mada Blanc le 10 octobre. Qu'est-ce que tu penses de cette montagne, toi, en termes de prévision? D'abord, c'est sans doute la plus belle montagne du Népal. L'esthétique, voilà, a fait rêver beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'elle est très belle. C'est le Cervin de l'Himalaya. Et puis, c'est quand même pas, c'est pas donné hein, comme alpiniste. C'est quand même pas facile. C'est pas exceptionnellement dur, mais il faut quand même y aller. Il faut avoir des notions d'alpinisme. Et puis, les camps intermédiaires sont plutôt étroits, mais c'est un très beau sommet. Et tous ceux qui l'ont réussi bah, reviennent toujours avec un très large sourire. Et je peux les comprendre. Et puis au niveau météo, bah voilà, c'est un petit peu plus à l'intérieur. S'il y a le créneau, ça se fait sans aucun problème. Alors, on parlait justement des dangers objectifs un petit peu avec les avalanches, les crevasses. Il y a quelques montagnes, je crois, moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai cru comprendre qu'il y a quelques montagnes verticales comme l'Amada Blanc ou comme peut-être le Makalu qui ont un peu moins de dangers objectifs du fait qu'il y a moins d'accumulation de neige, en tout cas. Oui, c'est vrai, mais Jean-Christophe Lafaille a disparu quand même sur le Macalou. Donc, il est sans doute tombé, parce qu'il était seul, il est sans doute tombé dans une crevasse, mais quand on est plusieurs, ça va mieux. Mais il faut quand même pas trop minimiser tous ces risques, même par le couloir des Français. Quand même, il y a des risques d'avalanche. Ouais, ça reste un terrain dangereux, mais c'est aussi un terrain d'aventure, d'exploration humaine, d'exploration intérieure. Donc, c'est vraiment des terrains de jeu extraordinaires. Voilà. Et pour finir, donc bon, il y a les classiques petits sommets entre guillemets, le Mera Peak, l'Island Peak, que beaucoup connaissent. Toi, tu dirais quoi, par exemple, leur particularité et surtout à quelle saison, printemps, automne? Moi, je dirais les deux, printemps-automne. C'est vraiment des très beaux sommets, souvent d'acclimatation, mais c'est aussi une première approche de la montagne au Népal. Bien des clients bah, ont commencé par ça. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout des sous-sommets, c'est des très beaux belvédères. Il y a une vue extraordinaire et ça donne, je pense, après, ça donne envie d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Bah écoute, je pense que c'est vraiment passionnant. Moi, je pourrais rester des heures discuter avec toi et surtout, j'ose pas imaginer toutes les anecdotes que tu dois avoir. Donc, ça donne envie de lire ton livre que je n'ai pas lu. Je m'en excuse, mais j'ai très envie de le lire de plus en plus. Hein. Donc, Le Routeur des Cimes aux éditions Guérin? Guérin, Guérin, aux éditions Guérin qui sont à Chamonix. à Hein. Chamonix. Voilà, voilà. Bah, écoute, un grand merci à toi. Bah, on reste en contact, nous, tous les deux, pour les prochains jours, la semaine prochaine, qui va s'annoncer intéressante pour notre expédition Manaslu. Et puis, bah, si vous avez des messages à faire passer à Yann, n'hésitez pas à nous contacter, quoi. Voilà, on est très content de travailler avec toi. Et puis bah, à très bientôt. Et merci beaucoup pour ta présence ce soir et la passion quand même que tu partages, quoi. À bientôt. Allez, bah, bonne soirée à tout le Ouais, monde salut. Ouais. et on vous enverra un petit message pour la prochaine webconférence très bientôt, dans les jours qui viennent. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venus si nombreux et toujours aussi fidèles. Au revoir Yann. Au revoir Salut à David.